Hello les soldats de la roulette. Vous avez gagné? Tant mieux, parce que il faut investir son argent correctement une fois qu'on l'a dans la poche. Aujourd'hui, j'ai donc la chance et le privilège d'être à côté de mon papa. Il m'a initié pendant pas mal d'années, un petit peu de loin, on va dire, à l'investissement en bourse, etc. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'il nous fasse vraiment une espèce de masterclass en même temps qu'il va nous présenter un peu son parcours. Déjà, premièrement, papa, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? T'habitais où quand t'étais petit? Tu vois, on va commencer par le début un petit peu pour te présenter. Bon, eh bien écoutez, j'ai 74 ans, je suis un Haut-Marnais pure souche, né dans un petit village pas très loin de Langres. Nous, qui sommes une génération privilégiée, je crois que ce serait quand même bien que tu rappelles à nos petits jeunes de maintenant comment tu vivais. Est-ce que tu avais le chauffage? Est-ce que tu avais ci? Est-ce que tu avais ça? Oh non, absolument pas. Nous, c'était très sommaire. On avait une cuisinière au milieu de la cuisine, la cuisine qui était la pièce principale, une cuisinière qui chauffait mal. Il fallait se mettre à 1 mètre pour avoir chaud. Les chambres étaient glaciales et les hivers très durs. J'ai vécu comme ça mes 12 premières années. Et est-ce que la nourriture était à ton goût? Pas du tout. La nourriture de maintenant m'aurait beaucoup plus plu que la nourriture qu'il y avait avant, qui était très rustique, très de la terre, très cochonaille. Non, c'est pas que ça me plaisait, non. Donc ensuite, on va peut-être passer un petit peu à ton profil professionnel scolaire. Donc tu as démarré une carrière assez tôt on va dire, t'as pas été dans le général, t'as plutôt été dans le professionnel. Oui, je suis allé dans le professionnel, j'ai passé un bac F3 électrotechnique, et avec ce bac F3 électrotechnique, après mon service militaire, je suis rentré directement dans la vie active, dans une société qui s'appelait Plasticonium, et où j'ai resté quasiment toute ma vie, voilà, toute ma vie professionnelle. Et j'étais électricien, donc de base, et ensuite, en montant en grade, j'ai eu plus de responsabilités, où j'étais responsable de maintenance avec un petit service de 12 personnes. On peut déjà faire le rapport avec la bourse, parce qu'en fait, tu as découvert les actions en bourse de par celles qui t'ont été offertes par justement ton entreprise. Il y a 40 ans, en achetant ma boîte PO a vendu quelques actions à prix privilégié au personnel, et ça m'a tout de suite intéressé. J'ai acheté quelques actions, entre parenthèses, que j'ai toujours regardées, je les ai toujours. Et finalement, ces actions ont une forte progression. Je les ai peut-être achetées une vingtaine d'euros, pas plus. Et elles sont montées à 1300 euros. Bon, elles sont un peu redescendues depuis, mais je suis quand même toujours gagnant. Donc j'ai commencé comme ça, et le fait qu'il y ait une forte progression, c'est ce qui m'a poussé après à en acheter d'autres. Alors j'ai commencé en achetant des actions pas trop chères, en les achetant et en les vendant. Je les vendais quand elles avaient quand elles avaient ramassé un petit peu. Si jamais je voyais qu'elles ne périclitaient, je les vendais, mais en règle générale, elles prenaient un petit peu, je les revendais, j'en achetais d'autres. J'ai commencé comme ça. Est-ce que c'était avant l'arrivée d'Internet ou après que tu as commencé à boursicoter? Ah non, c'était avant l'arrivée d'Internet. Alors tu étais obligé d'appeler la banque, etc. Oui, il fallait aller voir la banque pour acheter, vendre, il fallait aller voir la banque très lourd. Par téléphone. On pouvait le faire aussi par téléphone. Oui, c'était très lourd, mais je l'ai fait quand même. Et il te répondait, comment dire, c'était genre t'appelles, il te répond tout de suite. C'était fluide ou? C'était assez fluide. Le téléphone marchait beaucoup mieux que maintenant. Quand on appelait, ça répondait tout de suite en règle générale. Et ils étaient habitués pour la bourse d'avoir des appels. Donc c'était finalement peut-être plus facile pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, parce que tu risquais moins d'erreurs vu que c'était un professionnel qui passait l'ordre d'achat à ta place, alors que maintenant, toi sur Internet, tu risques de faire il passait l'ordre à ta place, tout à fait, donc tu n'avais pas de soucis. Mais en fait, c'est quand même pas compliqué. D'accord, ok. Il y a quelques petits trucs à savoir. Moi, j'achète au marché, au jour, au prix. Voilà, moi je fais comme ça. Bon, bien sûr, les gros investisseurs ne font pas comme ça, ils calculent autrement, mais moi, le profil simple. Voilà. D'accord. Bon, à la mort de mon père, j'ai eu un petit pécule, donc j'ai mis davantage d'argent.
à la mort de mon père, mais après ça a commencé Internet, donc c'était devenu un peu un passe-temps, mais beaucoup de temps, mais il suffit, je pense, de s'informer. Par exemple, BFM Business est un excellent média pour s'informer. Mon profil est plutôt prudent. Je mise plus sur le long terme, avec des montants de 600 € en moyenne, rarement 1000 à chaque fois. Alors long terme, je peux les laisser plusieurs années, c'est ça long terme. D'accord, donc il faut avoir une certaine patience quand même. Oui, quand on voit qu'elles rapportent, qu'elles ont une bonne progression, même avec les années, il n'y a pas de raison qu'on les vende. Il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, au niveau formation, j'ai suivi quelques formations Forex, mais qui servent aussi pour la bourse. Et pour expliquer aux gens, le Forex, c'est avec les devises. En fait, c'était... Voilà. Parallèlement, je m'étais un petit peu intéressé au Forex et aux devises, mais je me suis aperçu à la longue que c'était très difficile. Je pense qu'il y en a qui réussissent, mais c'est très difficile. Et en tout cas, moi, ça ne m'a pas convenu et je n'ai rien gagné avec le Forex. Ça t'a appris des choses, Par mais contre, ça m'a appris des choses sur les bougies, par exemple, sur alors les bougies, quelques indicateurs. Alors je précise pour les gens qui ne connaissent pas, les bougies, c'est quand on regarde les graphiques, on appelle ça des bougies en fait. Voilà. Parce que c'est une zone temporelle. C'est des bougies japonaises. Des chandeliers, des tout ça. Chandeliers japonais, voilà. Bon. Mais il y a d'autres, il y a Moyenne Mobile, il y a d'autres, il y a Ishimoku, il y a d'autres choses qui me sont utiles maintenant que j'ai appris dans les formations. Mais quelqu'un qui veut investir en bourse, doit-il avoir cette science de la lecture de graphique ou pas du tout? C'est pas obligatoire pour acheter des actions. Pour le long terme, c'est pas obligatoire. Non, pour le long terme, c'est pas obligatoire. Moi, je pense que j'ai eu une petite formation sur les dividendes parce que finalement, moi, je mise sur 2 tableaux, sur la valeur de l'action et sur le dividende. J'ai suivi une petite formation sur les dividendes et quand j'achète une action, je regarde les 2 choses, en fait, voir si elle progresse en valeur absolue et si elle a un bon dividende. Alors attention, quel est le budget pour aller faire de la bourse, pour boursicoter comme tu le fais sur du long terme, et qu'est-ce qu'il faut comme budget pour faire les dividendes? Je crois qu'il faut beaucoup d'argent pour faire les dividendes. J'ai un portefeuille de bourse de 25 000 €, c'est tout. Et aussi de l'assurance vie pour 30 000 €. Mais mon assurance vie, c'est juste un placement, il y a très très peu. J'ai des unités de compte à l'intérieur, c'est-à-dire c'est un peu comme des actions de bourse, mais j'y regarde pas souvent. Tous les 3-4 ans, je regarde si les actions qui sont à l'intérieur rapportent. Et si je vois que ça rapporte pas, je peux modifier un petit peu à l'intérieur, mais non, c'est... Mais à partir de quel montant ça devient intéressant de jouer en bourse, sachant que à la fin de l'année, il faudra payer les impôts, etc. Donc il faut quand même un certain volume minimal, j'imagine, pour que ça vaille la peine de s'embêter, quoi. Moi, je pense qu'avec 1 000 €, on peut commencer. Ouais, d'accord. Il faut pas d'avoir... Par contre, pour les dividendes, là, il faut quand même peut-être plus que 1000. Non, il y a des actions à dividendes. Par exemple, c'est le cas du Crédit Agricole, il y en a d'autres, où les actions sont pas chères, elles ont un bon dividende. Le meilleur dividende, c'est le Crédit Agricole, elle est pas chère, l'action. D'accord. Non, c'est pas obligatoire. Moi, j'avais pris aussi dans mon portefeuille des actions chères, comme LVMH ou Hermès, mais finalement, c'est pas obligatoire. On peut moduler avec le volume d'actions. Si vous avez des actions qui valent 50 € et que vous avez 1 000 € à mettre, vous achetez autant d'actions que vous pouvez. Et voilà. D'accord. Le critère de la valeur, c'est pas un frein, non. Et on peut dire que ça représente combien de ton portefeuille, les actions que tu as prises spécifiquement pour les dividendes? Pratiquement maintenant, quasiment 100%. Ah oui? Ah oui, parce que je les ai pratiquement tout acheté maintenant en fonction des dividendes. Donc pour bien clarifier, elle te rapporte sur 2 plans. Elle te rapporte les dividendes une fois par an, mais elle te rapporte aussi sur le long terme en termes de plus-value. Plusieurs fois par an, par exemple. La valeur elle-même de l'action totale, c'est 4 fois par an. Donc c'est pas forcément... Bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est 1 fois par an au milieu de l'année, en principe. Mais il y a des actions, c'est 4 fois par an. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça fait grossir votre portefeuille, ça vous en met davantage pour en acheter d'autres. Voilà, d'accord. Bon, le problème, c'est que mon portefeuille n'a pas énormément grossi parce que j'ai sorti de l'argent à certains moments pour acheter des grosses choses, genre une tondeuse. Donc, mais si vous sortez pas d'argent, normalement, ça grossit. Donc, formation sur les dividendes. Donc, les dividendes, c'est quand même de 4 à 10% en plus sur l'année. Donc, il faut savoir que c'est quand même important. Oui, ça va plus vite. C'est ça l'intérêt de ce que je comprends, c'est que au lieu d'attendre une plus-value qui peut mettre 3-4 ans sur la valeur elle-même de l'action, là au moins le dividende il t'apporte un pourcentage chaque année rapidement. Voilà, exactement. Alors le temps qu'il faut y passer, ça peut être important de savoir quel temps il faut y passer. En fait, je regarde 5 minutes le soir
1 heure tous les mois en gestion de portefeuille, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Je regarde souvent pour savoir si elle monte ou si elle descend. Ça, je regarde souvent, mais ça prend 5 minutes. Hein. Par contre, je m'intéresse quand même à la presse économique, comme telle que BSM Business, et des émissions sur la bourse qui sont intéressantes. Tu m'avais parlé de Marc Fiorentino, c'est ça? Voilà. Récemment, j'ai découvert le podcast de Marc. C'est même plus qu'un podcast, c'est une émission de Marc Fiorentino. Et à la fin de l'émission, il y a des grands gestionnaires de comptes qui viennent donner des conseils, mais très pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils vendent et pourquoi. Donc ça, c'est vachement bien, parce que je m'aperçois que j'ai découvert quand même assez récemment cette émission. J'ai acheté quelques actions, genre Orange et qu'est-ce que c'est l'autre Vallourec, que j'ai acheté suivant leurs conseils, et je me suis aperçu qu'elles ont pris tout de suite. Quelquefois, il faut attendre, ça redescend, il faut attendre que ça... Là, elles ont pris tout de suite, et ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est très embêtant d'acheter une action, qu'elle commence à baisser, tu commences à perdre de l'argent, et puis après, attendre des fois très longtemps que ça remonte. Alors là, ça a pris tout de suite. Et c'est pour ça que je donne le conseil. Pour ceux qui veulent investir, il faut se renseigner dans des émissions comme ça qui sont très... C'est mieux que le magazine que tu as. Par exemple, tu es abonné à Challenge, donc c'est un magazine qui parle de bourse. Bon, ça parle des boîtes en général. Ça peut être utile pour la bourse, évidemment, hein, pour les boîtes qui vont bien, qui vont mal. Par exemple, sur l'émission de vendredi, parce que c'est tous les vendredis, ils ont conseillé Schneider Electric et Legrand. Schneider Electric et Legrand, je savais déjà que c'était des bonnes boîtes en lisant Challenge, que c'était des bonnes boîtes. Maintenant qu'ils conseillent, c'est encore mieux, quoi. Parce que ça veut dire que s'ils le conseillent, ils ont fait des bénéfices, les bénéfices sont en augmentation, etc., quoi. Mais je regarderai aussi les dividendes. Si par exemple je m'intéresse à ces deux actions, qui seront peut-être certainement Schneider, la prochaine action que je vais acheter, je vais quand même aller regarder les dividendes. Ouais, parce que c'est pas toutes qui peuvent donner du dividende. Non, pas toutes. C'est un petit, en fait, on va dire que c'est un bonus. Mais qui permet de plus gagner, quoi. Et ça, il faut le savoir. Mais il faut pas compter que là-dessus, parce que toi, l'action en elle-même va mettre du temps à être rentabilisée par le dividende lui-même, quoi. Bon, le dividende, de toute façon, rapporte, même si l'action est en baisse. Oui, bah oui. Faut le savoir. Oui. Mais si l'action, elle est en hausse, c'est encore mieux, moi, je trouve, hein. Donc le temps que j'y passe, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour jouer en bourse, hein? Déjà de la patience, parce que si vous attendez 6 mois puis que vous voulez déjà les vendre, il faut quand même avoir une certaine patience. Ne pas avoir peur des risques non plus, parce que si quand vous perdez 50 €, vous êtes tout de suite paniqué, c'est pas la peine de jouer en bourse. Oui, il y a des... Il faut ne pas avoir peur. Ça me fait penser un peu à la roulette, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises parties, il y a des mauvaises actions que tu vas acheter. Exactement. Tu peux rien y faire. Alors, je l'ai déjà dit, s'intéresser un minimum à l'économie. Hein, et puis aussi ne pas avoir peur de vendre. En disant tout le temps attendre, je vais attendre que ça... Non, quand ça va pas, il ne faut pas avoir peur de vendre. Même si on perd de l'argent. Parce que le problème, c'est que si on attend trop, puis que de toute façon, on perd de l'argent en vendant quand elles n'ont rien rapporté. Ça peut arriver. En fait, à un moment donné, tu sais qu'elles remonteront jamais, quoi. Voilà. Si par mégarde, tu as acheté il y avait ceux qui avaient acheté, par exemple, Technicolor, Thomson, etc. C'est des actions qui sont descendues jusqu'à des 10 centimes. Des trucs comme ça. Donc elles valent vraiment plus rien, quoi. Eurotunnel, tu vois. Eurotunnel, c'était une énorme arnaque. Les gens, ils y croyaient. Hein. Par contre, moi, par exemple, dans les coups que j'ai faits, c'est quand ils ont privatisé la Française des Jeux. Moi, j'ai acheté des actions de 1 000 € pour 1 000 € de la Française des Jeux. 4 semaines après, j'avais gagné 2 000 €. Donc, le problème, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps des coups comme ça. Faut être présent et ça veut dire... On m'avait déconseillé, oui, ils ont privatisé EDF, après ils ont perdu, etc. Ben non, j'avais confiance à la Française des Jeux, je savais que c'était quelque chose de bien. Alors, faut pas non plus... Alors, il y a le risque aussi, il n'y a pas que ne pas avoir peur de vendre, mais il y a aussi le risque du krach boursier. Faut pas l'oublier, celui-là. Il y en a tous les 10 ans ou 15 ans, il y a un krach boursier. Mais pourquoi tu me parles plus d'actions françaises et pas d'actions américaines? Pourtant, là-bas, on sait que ça performe. Oui, c'est vrai que je suis au Crédit Agricole, pour tout vous dire. J'ai un PEA. Donc un PEA, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a plein d'épargne en action. Plein d'épargne en action au Crédit Agricole. Vous pouvez l'avoir dans toutes les banques françaises. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas acheter d'actions américaines. C'est embêtant. Il n'y a que les actions européennes.
Et encore, bon, il y a Ça certaines actions qui sont performe pas éligibles. tant que ça, l'Europe. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai quand même ouvert un petit portefeuille ailleurs pour pouvoir investir dans des actions américaines. Chez De Giro. Voilà. Chez deux, pour le moment c'est des Giro, mais j'aurais pu prendre. Oui, il y en a plein d'autres, quoi. On n'a pas d'affiliés aujourd'hui. Oui, il y en a qui sont mieux que De Giro. À l'époque, De Giro c'était bien. Maintenant, Quand tu me diras, je pourrais mettre un lien affilié en bas de Giro, par exemple. il y en a en France qui est mieux. Mais je me rappelle plus du nom. Il y en a un autre qui est mieux et qui. Si on le retrouve, on le Et mettra qui en te déclare lien. tes impôts. Le problème de Giro, c'est qu'il faut déclarer soi-même, c'est pas facile. Ah, Les plus-values, d'accord. parce que De Giro ne donne pas la feuille directement pour les impôts français. Parce que maintenant, il y a une boîte en France, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Interactive Broker, ou je sais plus. Enfin, il y a un nom comme ça, où eux, ils le font. Et vous pouvez investir dans les actions américaines, et aussi intéressant que De Giro. Donc, finalement, j'ai pris De Giro, mais ce serait maintenant, je ne prendrais pas chez De Giro. Mais j'ai pris De Giro, et j'ai quelques actions chez De Giro, mais pas pour énormément, j'ai 700 €, que j'essaye de faire fructifier péniblement. Mais j'ai pas mis énormément, parce que de toute façon, il y a des impôts là-dessus. Voilà. Mais si vous voulez avoir des actions américaines, il ne faut pas rester au Crédit Agricole, ni je ne sais quel. Alors, le PEA, c'est combien le maximum? Parce qu'on... Ah oui, un maximum. C'est quoi, dans les 200 000 € peut-être, non? Ça doit être dans les 250 ou 250 000 €. Ouais, donc moi, Alors, je sais personnellement, pas encore. ça m'ira, moi. Si je pouvais en arriver là, ça m'ira. Et on reste bons amis, pas de souci. Par exemple, je dis dans les actions qui ont un peu sous-performé récemment, il y a le luxe. Bon, qui va un petit peu mieux, mais qui a été moins bien parce que la Chine, qui a été un peu en crise, n'achetait plus du luxe. Et toutes ces boîtes de luxe, elles vendent beaucoup en Chine. Alors, si la Chine n'achète plus du luxe, bah, on est embêté, quoi. Voilà, donc... En fait, on vend plus nos voitures, de ce que je comprends, le luxe non plus. L'automobile, moi j'avais investi dans Stellantis, ben, ça périclitait, j'ai revendu. Bon, j'ai pris des actions Air Liquide aussi, parce que je sais qu'Air Liquide, ils donnent pour 10 actions, tu en as une gratuite, donc ça peut être intéressant. Il y en a beaucoup qui font ce genre de braderie, là. Ben, c'est une façon de donner un dividende. Ah, d'accord. C'est une façon, ils ne donnent pas de dividende, mais ils donnent une action, donc c'est quand même intéressant. Ah bah oui, surtout ça dépend du prix de l'action. Voilà, donc que ce soit LVMH, l'automobile, j'ai revendu parce que je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Par contre, j'avais acheté des actions Total, et Total, j'en suis content, c'est pourtant une boîte française, mais il y a des dividendes et ils ont progressé. Voilà, donc pour des exemples. Un autre conseil aussi, ne pas engager de l'argent en bourse qui vous mettra en difficulté dans votre vie de tous les jours. C'est comme à la roulette, ça soit pareil. C'est comme à la roulette, il faut que ça soit de l'argent qui ne vous sert pas. Tout à fait. Alors, vous allez me dire, mais j'ai toujours de l'argent qui me sert, je peux jamais en avoir. Eh bien, il faut mettre de côté. Si on lit le bouquin d'Olivier Seban, il faut se payer en premier. C'est ce qui dit comme... Il faut se payer en premier. Et après, seulement, on paye les passifs qui nous riment notre budget. Il lui dit, c'est pas les dépenses courantes qui sont prioritaires, c'est ce qu'on met de côté. Si vous voulez vous enrichir, il faut mettre directement de côté. La première chose que vous avez à faire dans le mois, c'est mettre de côté. C'est ce qu'il dit et il répète tout au long. Après, il dit comment les investir, mais... En fait, toi, tu alloues un budget mensuel de combien pour tes investissements? Il y a 100 € qui vont directement tous les mois sur mon compte PEA. D'accord. Alors, ils vont sur des ETF ou des choses comme ça, du Crédit Agricole, parce que si vous faites ça, vous ne payez pas de droit de garde du PEA. Donc je fais ça, donc je ne paye pas de droit de garde du tout du PEA. Et une fois que vous avez une action complète, qui vaut environ 300 €, bah, vous pouvez la revendre pour en acheter d'autres à l'intérieur du PEA. Mais il faut bien dire aux gens que le PEA, tu ne peux pas toucher tout de suite à ton argent quand tu l'ouvres. Ah, oui, exact. Le PEA, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir y toucher. C'est-à-dire que vous mettez dessus, mais vous ne pouvez pas le retirer. Vous pouvez le retirer, mais vous perdez tout. C'est-à-dire votre compte, etc., il est soldé et vous perdez. D'accord. Alors, au bout de 5 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai dépassé 5 ans. Moi, je suis en nombre d'années, je ne peux pas te dire de tête, mais ça fait quand même quelques années que je l'ai ouvert, le PEA. Je pense que 3... Mais tu dois être à 3-4 ans, et ça, tu vas être bientôt libre de faire ce que tu veux. Voilà, donc ça c'est intéressant. Parce qu'en plus, on ne paye pas beaucoup d'impôts à l'intérieur. En plus, quand vous faites des moins-values, c'est-à-dire que vous revendez à perte parce qu'il y a une action qui va mal, ils ne vous demandent pas d'impôts dessus, dans le PEA. Donc c'est intéressant, quoi. D'accord. Alors, quels sont les autres moyens d'investissement? Il n'y a pas que la bourse. Moi, j'ai un portefeuille d'assurance vie, parce que au niveau patrimoine, c'est très facile
l'assurance vie n'est pas, quand il y a un décès, l'assurance vie est directement attribuée aux ayants droit. Donc pas de formalité, c'est automatique. C'est quasiment automatique, ça passe pas par le notaire. D'accord. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'ai un petit portefeuille, puis qui me rapporte quand même, parce que j'ai pris des unités de compte à l'intérieur. Je suis allé voir le conseiller, on a pris des unités de compte qui rapportent. J'avais une partie en immobilier que j'ai enlevé, j'ai repris ailleurs, parce que l'immobilier, ça fait quelques années que ça va pas très bien, donc j'ai arrêté ça. Le reste, c'est sur d'autres choses qui m'ont conseillé, qui ont l'air de rapporter, donc je laisse comme ça. D'accord. Et puis, il y a une deuxième chose qui est le Forex, qui est le marché des devises. Oui, qu'on a parlé un peu tout à l'heure, oui. Mais c'est très difficile, c'est quand même un petit peu... C'est du casino, quoi. C'est un peu du casino, quoi. Ouais. Donc ceux qui aiment bien les machines à... essayer. Voilà, ceux qui aiment bien les machines à sous, ça prend du temps en plus. Et ça m'a rien rapporté. Hein. Mais à un moment donné, puis j'ai tout claqué après. Alors donc de toute façon... Alors il y a un truc qui est marrant dont tu m'avais parlé et qui est assez symbolique, je pense, c'est que quand tu jouais en compte de démo, c'était merveilleux. Tu arrivé à faire des trucs et puis dès que tu jouais en réel, c'était plus... L'adrénaline monte et puis on fait des conneries, on fait n'importe quoi, on panique. Psychologiquement, je pense qu'il est plus facile, la roulette est plus simple pour gagner de l'argent. Moi je pense, en tout cas en ligne, entre faire du Forex, parce que le Forex, en fait c'est du scalping, parce que en fait c'était des trucs très rapides à la journée. Pas forcément, il y a des fois, il y a le Forex, il y a deux choses, il y a le scalping et puis il y a à la journée. Donc, à la journée ou la semaine. Mais en fait c'est la même chose à la bourse, le scalping, qu'il soit au Forex ou à la bourse, parce qu'on peut faire aussi du scalping à la bourse avec des logiciels un peu spéciaux. C'est pareil, toi tu n'essayes pas de faire du scalping de bourse non plus, parce que là c'est comme monsieur comment il s'appelait, Benoît. En tout cas, lui il gagne, hein, mais c'est un vrai métier quoi. Quand tu scalpes la bourse, et ça tu conseilles pas forcément. T'as essayé en tout cas. T'avais acheté une formation sur le scalping de bourse, mais t'as pas réussi à. Non, c'était sur le scalping du Forex. Ah d'accord, je croyais que. Bah là en bourse, ça s'appelle pas tout à fait le scalping, hein, ça s'appelle je sais pas quoi, mais. L'investissement rapide peut-être, mais c'est pas le scalping, ça se passe au Forex. Puis il y a aussi une troisième chose qui est les cryptos, mais là j'ai jamais sauté le pas pour les cryptos, ça me fait un peu peur, et puis actuellement les cryptos se sont effondrés, donc... C'est pas qu'elles se sont vraiment effondrées, c'est qu'elles sont revenues à leur point avant l'élection de Trump, de manière assez brutale, et c'est plutôt ça, il y a une correction d'une bulle en fait. Donc c'est pas non plus une baisse qui n'a pas d'explication rationnelle, il y a une explication rationnelle. De toute façon les bulles quand elles éclatent, c'est jamais marrant. Hein. Par contre, toi, tu as déjà un petit peu investi dans le... Moi, en fait, j'ai un investissement automatique, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je fais des retraits sur mon compte, il va me prélever un pourcentage pour le mettre en Bitcoin. Et comme ça suit un petit peu, c'est un peu par hasard. C'est jamais la même somme que j'investis chaque mois, c'est automatisé. Et voilà. Mais de toute façon, aussi, là, ce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, c'est de tous les pièges qu'il faut éviter, parce que, en fait, c'est quand même, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'informations qui circulent, des formations en veux-tu, en voilà. Oui, c'est très difficile de choisir les formations, ça je suis d'accord. Hein. Si tu pouvais conseiller, par exemple, en bourse, quelqu'un pour se former, quelqu'un de costaud. Eh ben oui, c'est le... Robuste et fiable. Celui qui m'a fait la formation sur les dividendes. D'accord. Celui-là, il est un peu plus fiable. Okay, mais les autres, j'ai pas trouvé qu'ils vous prennent l'argent, mais après... Bon, on mettra un lien vers celui qui t'a fait ça. Alors, en fait, lui, il a vraiment fait son métier. Il s'appelle Bertrand. Voilà. Mais il en a fait son métier de vivre des dividendes, mais il avait une grosse somme d'argent à mettre là-dedans. Il a vendu, c'est un type qui a vendu son appartement pour tout miser sur la bourse. Et il vit avec les dividendes. D'accord. Il vit avec les dividendes. Voilà, il vit avec les dividendes. Donc il vit bien d'ailleurs. Mais il a fallu qu'il mette, pour que ça lui rapporte de quoi vivre, il a fallu qu'il mette une grosse somme. Donc il a vendu son appartement et il vit en location. En fait, et en plus, il a tout misé maintenant sur les actions américaines. En fait, si quelqu'un a pour projet de vivre exclusivement de ses investissements, je crois qu'il faut prévenir tout de suite qu'il faut beaucoup d'argent. Ah oui, il a peut-être mis... il est très sérieux. Le prix d'un appartement, combien ça peut valoir? Peut-être 200 000 euros qu'il a mis, peut-être... Voilà. Il a tout mis. Oui, mais ces 200 000 euros-là, ensuite, il a fait les intérêts composés avec, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas misé forcément sur les dividendes, et il a vu que ça allait pas assez vite. Hein, il était un peu déçu, donc il a cherché à comprendre. Puis après, donc il a misé sur les dividendes, et il a gagné plus après, oui. Oui, alors le nom qu'on cherchait tout à l'heure, c'est Benoît Rousseau. Alors le problème, c'est que moi, j'avais acheté son livre et je te l'avais prêté. En fait, on n'apprend rien dedans qui permet de faire ce qu'il fait lui. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment un scalper à la bourse. Alors, je sais pas le mot exact, mais en tout cas, il fait un peu de tout. Il fait du day trading, de l'intra-trading, du swing.
enfin des trucs sur plusieurs C'est jours. un peu du day trading qui fait. Voilà, alors le day trading, tout ça, justement, est-ce que tu as essayé d'en faire du day trading? Non, j'ai jamais vraiment essayé. Ah, t'as pas essayé. Donc, Non, j'ai pas vraiment essayé. ça veut dire que tu as encore une marge de progression. C'est-à-dire que là, bon, toi, tu es plutôt, on va dire, papa des familles, portefeuille long terme, mais tu pourrais encore essayer d'aller plus loin, comme un copain que j'avais, dont je t'avais parlé, qui gagnait pas mal d'argent, justement. En fait, en plus, c'est quelqu'un qui avait un héritage à gérer. Ses parents lui avaient donné l'héritage, le pécule familial, il l'avait donné à lui, quoi. C'est-à-dire, il s'appelait Camilo. Donc voilà, mon pote Camilo, en fait, il gérait l'argent de ses parents, de sa famille. Donc il avait un sacré pécule, tu vois. Et donc il scalpait, il faisait des choses comme ça. Il avait créé des petits robots parce que bon, il savait programmer des petits robots de trading, etc. Donc en fait, lui, ce qu'il m'a prouvé, c'est que si on veut aller plus loin dans l'art et la manière de créer de l'argent grâce à ce marché économique mondial, ou plutôt européen, ou enfin comme vous voulez, ou asiatique, selon vos préférences, parce qu'en fait, on peut acheter sur Terre en Asie, en Russie, j'imagine un peu partout, mais bon, voilà, ou en Allemagne, il y en a, et bah justement, Benoît Rousseau, dans son livre, lui, il travaillait beaucoup avec le DAX allemand, qui est l'indice allemand, mais en fait, parce que voilà, et en fait, est-ce que tu penses que tu aurais rencontré les mêmes problèmes qu'au Forex à la bourse? Moi, je pense que c'est à peu près les mêmes problèmes que tu aurais rencontrés. Ah oui, c'est à peu près. Ah oui, je pense que c'est à peu près, parce que en fait, vous prenez la valeur, vous misez tout sur la journée, donc forcément, c'est un peu comme le Forex. Hein. Mais par contre, Vous pouvez gagner bien, mais vous pouvez perdre aussi. Hein. Donc dans ce cas-là, donc toi, tu conseilles pas forcément d'aller là-dessus bille en tête, quoi. Non, pas bille en tête, non. Celui qui veut se lancer, je pense qu'il faut déjà qu'il commence par le placement de bon père de famille, et puis après de voir comment ça se passe. Il y a quasiment aucun risque. En fait, quand tu pars sur du long terme, t'as quasiment aucun risque, quoi. Quasiment, ouais. Et en plus, tout le monde sait que la bourse, en général, tu peux atteindre assez facilement, par exemple, on n'a pas parlé des ETF, mais tu vois, l'ETF, en général, c'est du 10%, quoi, à l'année, je crois. Ouais, à peu près, oui. Donc en fait, la bourse, en général, c'est quelque chose qui rapporte dans les 10%, parfois plus, parfois moins. Mais si, par exemple, 50 €, que vous gagnez 10%, tu as l'impression que ça n'avance pas vite, quoi. Parce que si tu as mis 100 000 €, c'est autre chose. Quand tu fais 10% sur 100 000 €. Parce qu'on parle énormément des ETF, j'entends ce mot-là au moins une fois par jour sur Internet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les ETF, c'est des valeurs qui sont créées par les banques et qui suivent un indice. Donc c'est un portefeuille virtuel. Ouais, ça peut être le CAC 40, ça peut être... Oui, c'est comme si tu achetais un certain nombre d'actions, mais sauf que toi, au lieu que tu les achètes toi à la main, donc 40 entreprises à acheter à la main et à suivre en portefeuille, c'est quand même bien casse-pied. Non, il conseille de ne pas avoir plus de 10 ou 12 à suivre, tu vois, pas plus. Parce qu'à partir du moment où tu en as 40, c'est compliqué à suivre. Hein. Mais là, par contre, quand tu vas acheter un ETF, où ils font le travail à ta place, c'est comme si tu les avais, en fait. Oui. C'est un regroupement d'actions, voilà. Ouais, d'accord. Si le CAC 40, il a pris 10 ou 12%, là, comme c'était le cas l'année dernière, t'as pris 10 ou 12%, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt plutôt malin à se dire, je vais prendre que des ETF, au lieu de faire comme toi, bon... Le problème, c'est que les ETF, t'as pas de dividendes. Ah, information intéressante. T'as que la valeur absolue pour gagner, donc... c'est différent. Ouais, c'est différent quand même, oui. D'accord. Okay. Moi, dans mon portefeuille d'actions américaines, j'ai un ETF, il suit la bourse américaine. Enfin, la bourse américaine, c'est toujours quelque chose de progressif, mais j'ai pas de dividendes dessus. Là, j'ai une autre action à dividendes. Et les dividendes, je les mise pour acheter des ETF. En fait, j'aimerais bien revenir sur Sylvain Marche. Justement, c'est lui qui avait fait une formation... Sylvain Marche, c'était des formations Forex qu'il m'a fait. Mais lui, il avait expliqué qu'il avait démarré en bourse avec un pécule de 30 000 € et qu'il avait réussi à faire grossir son pécule juste par l'achat-revente. Parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'une fois que ton action dans ton portefeuille elle a atteint un certain niveau, grâce à sa revente, tu vas pouvoir reprendre quelque chose de plus grande valeur, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est comme si c'est le jeu des poupées russes où tu pars d'un pécule de 30 000 € d'action et en jouant intelligemment avec à l'intérieur, tu vas augmenter ce volume et c'est ce volume-là qui t'enrichit, en fait. Voilà, quand tu l'as vendu. Parce que avec ce principe-là, même avec les dividendes d'ailleurs, tu n'as rien gagné tant que tu n'as pas vendu. Hein. Vous avoir 30 000 €, bon, moi, maintenant j'ai 25 000 €. Si demain il y a un crack boursier que ça tombe à 10 000... C'est bien de le dire, oui. C'est bien de le rappeler, oui. Il faut le rappeler, ça. Hein, il y a toujours le risque du crack. Mais c'est bien que tu le dises, parce que moi, c'est ça qui m'a toujours un peu effrayé à la bourse. Le dernier crack, c'était en 87. Le vrai crack, c'était en 84, le dernier. On a failli en avoir
voir avec la guerre en Ukraine, mais ça s'est vite rattrapé quand même. Moi, c'est pour ça que je me suis pas encore vraiment mis dans la bourse. Ça a failli. Et puis, il y a eu l'inflation aussi qui a grimpé très fort après le Covid. Mais non, ça n'a pas été un crack. Alors, il faut dire globalement que la bourse mondiale est en nette augmentation depuis sa création, en fait. Depuis la création du marché boursier, en volume global, il a toujours fait qu'augmenter. Et c'est ce qui fait que... Que ce soit le CAC 40 ou les actions américaines. Hein. C'est peut-être ça qui fait que c'est aux dépens du peuple. En fait, en général, c'est le peuple qui est amorti quand il y a des problèmes, pour que ça reparte derrière. Parce que j'imagine qu'il faut bien que quelqu'un paye quand ça craque. Donc oui, il y a des cracks boursiers, il y a des crises économiques et tout ça. Et après, comme par hasard, on s'en sort avec plus de valeur. Donc là, il y a quand même un truc qu'il faudra m'expliquer. Moi, bon, pas rentrer dans le complotisme, mais en tout cas, pour que les gens se rassurent, s'ils se disent oui, j'ai un portefeuille, il y a une crise économique, décidez ça. Oui, mais avec de la patience, ça revient toujours. Même toi, je t'ai déjà vu assez effrayé par certaines crises. Trump. Le crack de 87, moi, j'avais plus grand-chose. Hein. Puis ça repart. Et 2008, pareil. Ouais, pareil. Donc, faut pas paniquer, quoi. Je pense que s'il y a un crack, il faut pas se précipiter pour vendre. Faut attendre, hein. Faut attendre que ça remonte, que ça remontera. Même si ça prend un an ou deux. En fait, il y a eu 2008 aussi. Le 2008, il était sévère. Hein. Donc les gens, ils peuvent être effrayés lors de crises. Et puis là, j'ai vu que tu étais quand même assez emmerdé par l'élection de Trump et toutes ces annonces qui ont été un peu contradictoires durant les élections, etc. Il y a des moments comme ça où c'est quand même désagréable. En fait, je te vois des fois, t'es quand même un petit peu pas démoralisé. Je vais pas dire ce mot-là, mais disons que ça te fait vivre des émotions. À chaque déclaration de Trump, ça va dans un sens ou dans l'autre, brusquement. D'accord. Voilà, donc c'est ça qui est un peu déstabilisant. Le marché est irrationnel, il faut le rappeler. Voilà. Le marché est toujours irrationnel. Donc ça veut dire que, en fait, même si tu t'y connais en économie, même si tu as des connaissances, rien ne garantit que tu vas performer dans ce que tu fais. Exactement. Il y a un côté un petit peu avoir le pif, quoi. J'écoute quelques podcasts, il y en a un qui nous prédit, ça fait au moins 4 ans, l'effondrement de l'euro. D'accord. Et en fait, il a augmenté. Ces derniers temps, il n'a fait que qu'augmenter. Alors ça, c'est très bien que tu en parles. Ah, pourquoi j'en parle ? Parce que Trump, il a décidé de faire baisser le dollar pour rendre ses exportations plus rentables. Bah oui. Et il a décidé de faire tout pour que le dollar y baisse. Et ça fait monter l'euro. Donc tous ceux qui nous ont prédit l'effondrement de l'euro parce que l'Europe, c'est plus rien, c'est de la merde, on entend beaucoup ça. Donc l'euro, ces anti-européens, forcément les anti-européens sont anti-euro, forcément. Donc pour eux, c'est de la merde l'euro, ça ne peut que s'effondrer et c'est le contraire qui se passe. Donc faut faire attention aux gens que vous écoutez. Parce que il y en a qui sont très anti-européens et qui de toute façon vous prédisent le pire. Alors, regarde, moi je me suis fait une réflexion dernièrement. J'avais quitté la télévision parce que je trouvais que c'était de la merde. Donc moi, je regarde plus la télé. Après, je me suis mis quand même à m'informer via les réseaux sociaux et j'en suis venu à la même conclusion. En fait, c'est de la merde aussi. En fait, il faut regarder quasiment aucun média parce que dès que ça parle d'opinion, de ci, de ça... Il faut essayer d'en trouver des neutres ou légèrement positifs, qui ne soient pas tout le temps à dénigrer. Bah, regarde, comment il s'appelle, Marc Toiti, tu vois, c'est celui qui prédit toujours des crises. Là, vous écoutez Marc Toiti, vous investissez dans rien. C'est vrai, il a sûrement raison. Alors après, dans les chiffres. Mais les chiffres, c'est pas tout, quoi. Alors après, il faut quand même avoir quelques notions, c'est-à-dire que tu vas pas aller investir dans un pays comme le Venezuela en ce moment, où il faut quand même avoir un peu de bon sens. Par exemple, la France, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui a un avenir en investissement dans... Tu me dis Air Liquide, là je suis d'accord, parce que Air Liquide, ils ont aucune usine sur le territoire français. Il y a des bonnes actions, il y a Airbus... Ils sont à l'international, voilà. En fait, tout ce qui est entreprise française à l'international, par contre, moi, personnellement, j'aurais plus confiance à une entreprise qui est en France, puisqu'il y a tellement d'impôts, il y a tellement de trucs, donc... Ah oui, mais si vous voulez un PEA, qui est très intéressant, ça peut... c'est pour ça qu'ils l'ont créé. En fait, ils ont créé le PEA pour inciter les gens... C'est fiscal. Vous êtes obligé de chercher des actions françaises ou européennes. Et je vous assure, bien placé pour le savoir, qu'il y en a qui performent. Oui, alors en général, quel est le profil d'une entreprise française qui performe ? Elle est beaucoup implantée à l'international, elle fait des bénéfices, elle est sur un bon créneau, elle est bien gérée. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple, est-ce que tu achèterais dans du Mistral, qui est l'intelligence artificielle qui est créée en France ? Ou est-ce que c'est des choses où toi, tu n'auras pas le genre de truc dans lequel tu vas, quoi ? Toi, tu vois des trucs un peu... Les grosses boîtes, moi je prends des grosses... Il y en a qui misent sur les petites boîtes... Qui démarrent. Hein. Parce que ça il y en a qui le font, voilà. Parce que ça peut exploser. Si vous tombez sur un Apple au démarrage, c'est le...
Et en fait, moi, je vais vous dire un truc, c'est pas... la loterie, hein. Moi, je vais donner mon petit avis comme ça, c'est que c'est pas si dur la bourse, dans le sens où moi, je vais vous expliquer que des fois, je fais des bons coups moi-même, simplement parce que je regarde les infos. Les infos, je tombe sur des infos par-ci, par-là, sans le faire exprès parfois. Par exemple, j'entends dire que partout que Nvidia est en train d'exploser. Donc ça, c'était il y a plus d'1 an, quand elle commençait d'exploser. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et ben moi, j'en ai acheté, j'en ai profité de l'aubaine. En fait, l'aubaine était, en anglais, j'ai le mot en anglais, obvious, évidente. C'était évident. On voyait que l'action Nvidia, qui est actuellement l'action en bourse la plus valorisée au monde, on voyait bien qu'elle était en train d'augmenter. Et en plus, c'était dans tous les magazines, dans tous les médias. Donc en fait, ça, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais néanmoins, un gars comme moi qui est pas forcément, je suis pas trop, puis je me suis dit tiens là du coup je vais acheter. J'ai fait pareil pour Apple aussi. J'ai fait, en fait, à chaque fois que je vois que il y a une opportunité et je vois ça marche. Donc ça, c'est mon petit niveau que je peux dire ça aux gens. Ceux qui n'ont jamais fait de bourse, ne croyez pas que c'est super technique. Même moi, j'arrive dans mon appli, dans mon téléphone, j'achète le truc parce que j'ai entendu que voilà. Et donc après, si vraiment vous vous mettez plus là-dedans, là vous arrivez dans un profil comme mon père où là, est-ce que tu peux donner une estimation d'une personne qui aurait, un budget de 10 000 euros en 10 ans, comment elle peut le fructifier à ton avis? En partant de ton expérience, de toi, ce que tu as réussi à faire en bourse. 15 000 euros. De bénéfices purs ou... Non, ça a grossi à 15 000, quoi. D'accord, donc c'est... Mais les 15 000, ça fait une boule, hein. Après, ça va vite passer à 20 et puis vite passer à 30. Donc, en fait, si tu n'avais pas 10 000, tu avais 100 000, tu pourrais viser 50 000 euros en 10 ans. Voilà. Par contre, faut pas les retirer, parce que moi, j'en ai retiré, alors. Et donc, quelqu'un qui a 1 million d'euros peut viser 500 000 euros en 10 ans de bénéfices. Oui, quelqu'un. D'accord. Ah oui, plus tu as de l'argent, plus c'est intéressant. Mais c'est-à-dire que dans bourse, il n'y a pas vraiment de limite, sauf au PEA, mais il n'y a pas que le PEA, il y a le compte titre. Hein. Même au Crédit Agricole, on pouvait avoir un compte titre. Alors, qu'est-ce que tu penses de tous les trucs à côté, comme l'or, les trucs dont on entend un peu parler dans les médias, Il etc. conseille de ne pas tout avoir en or, d'avoir une partie en or, mais pas... D'accord. Ceux qui ont beaucoup d'argent, il faut qu'ils mettent une petite partie en or pour avoir un matelas. Alors moi j'ai eu la petite astuce du père Vendetta, c'est que j'ai entendu dire que quand tu as des ennuis d'argent et que tu sais pas comment trop t'en démerder, il y a la solution des diamants. Mais alors c'est une solution très spéciale et qui va pas concerner tout le monde. Il faut savoir une chose, c'est que transvaser de l'argent d'un pays à l'autre sans passer par les douanes, sans passer par les taxations, parce qu'en fait aujourd'hui à notre époque tu peux plus te cacher. Aujourd'hui même la France est capable de récupérer la TVA des entreprises qui sont hors sol de la France mais qui ne déclarent pas leur TVA, parce que c'est pas parce que ton entreprise elle est en Indonésie ou à Jakarta ou je sais pas où que tu dois garder la TVA française pour toi, parce qu'en fait à partir du moment où ton entreprise, alors je sais pas comment ça marche, mais je sais que en fait tu peux pas te cacher bancairement, ça devient de plus en plus difficile de se cacher, à part passer par un passe-plat quelque part, une étape intermédiaire. Et par exemple quelqu'un qui investirait de l'argent en diamant, ça devient du diamant, ce n'est plus de l'argent, et donc après tu peux aller te faire voir ailleurs. Alors bon, je vous dis ça, c'est pour les gens qui ont énormément d'argent, mais en fait quand tu as de l'argent sur un compte, papa, tu peux pas échapper aux impôts. Donc on ne peut pas éviter les impôts. On ne peut pas. Bon, on peut essayer de les minimiser, mais on ne peut pas les éviter. Tout est informatisé. Alors pourquoi ils nous demandent de... Même c'est directement déclaré aux impôts. Hein. Quand vous êtes un courtier français, c'est directement... Donc tu n'as rien à faire alors? Rien. Non. Ça apparaît dans ta feuille d'impôt? Ça apparaît dans ta feuille d'impôt, exactement. D'accord. Tu prends ta feuille d'impôt, c'est marqué. C'est les banques qui ont déclaré. Donc voilà. Moi, avec le Giro, je suis quand même obligé de les déclarer à la main, quoi. D'accord. C'est pas facile parce que, bon, je suis pas féru d'impôts. On a fait le tour de... les cryptos, on en a parlé. Les courtiers, on a évoqué le sujet en disant que les courtiers français, puis il y a les courtiers français, mais qui prennent des devises étrangères. Donc, si tu veux miser sur la bourse américaine, il faut se renseigner avant. Parce que moi, je sais que j'avais un petit peu portefeuille Boursorama Banque. Et ben, quand je voulais acheter des actions françaises, c'était pas cher, mais dès que je voulais acheter une action américaine, c'était très très cher. Donc, je suis parti chez De Giro, où là, c'est raisonnable, même si c'est des actions américaines, c'est raisonnable, mais vous payez des impôts à l'achat, et puis en cas de plus-value, il y a des impôts. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais naïf. Dans mon esprit, je me disais, c'est facile, t'as qu'à investir dans des trucs qui sont perpétuels, un peu comme l'armement. Tu vois, je me dis, si t'investis dans l'armement, construction, est-ce que toi, c'est un conseil que tu donnerais? L'armement, en ce moment, oui. La construction, c'est pas encore ça. Ça reprend petit à petit, mais je pense qu'il faut encore attendre pour la construction. Mais l'armement, oui, parce que Trump lâche de plus en plus l'Europe, et l'Europe doit se réarmer, donc forcément, les boîtes d'armement, elles vont
vont avoir des commandes. Hein. Voilà, le problème c'est là, c'est d'avoir des commandes et puis faire des bénéfices. Hein. Et la technologie, c'est quelque chose que tu recommanderais, par exemple l'IA, les choses comme le médical, les trucs comme ça? L'intelligence artificielle, non, parce que c'est encore trop nouveau, je me méfie. Il va y avoir des laissés pour compte dans l'histoire. Et puis le médical, je pense que c'est un marché mature et que, bon d'accord, il y en a qui ont fait des gros coups au moment du Covid, mais je pense que c'est un marché mature. Ils sont très difficiles à trouver des nouveaux médicaments. Quand ces médicaments commencent à fonctionner, ils passent dans le domaine public, c'est-à-dire ils font pratiquement plus de bénéfices. Donc je parierais pas sur le médical. Donc t'as pas de l'armement, la technologie, l'énergie aussi, parce que l'énergie, on va en consommer de plus en plus avec les data centers qui consomment énormément. En France, on est pas mal placé au niveau énergie d'ailleurs. Ouais. Quelque part, l'IA va enclencher quand même de gros investissements. Voilà. Sur l'énergie, et il se trouve qu'en France, on n'est pas trop mal placé sur l'énergie. Voilà. Sur aussi l'armement, j'en ai déjà parlé, mais l'aéronautique aussi marche bien en France. Tu sais que le marché a été positif au trimestre 4 de l'année dernière à cause de l'aéronautique et de l'énergie. On vend beaucoup d'énergie à l'étranger. Bah oui, j'ai vu que et la notamment France, en Suisse et en Allemagne. Le nucléaire, le nucléaire, parce c'est que le chose, PR a démarré, parce que les autres réacteurs ont eu leur maintenance qui sont remis sur des rails. Mais voilà quoi. C'est curieux, les panneaux solaires, ça devrait être un truc aussi intéressant dans l'investissement. Oui, mais le problème c'est que c'est la Chine qui a démarré et qui est en avance sur nous. C'est comme la voiture électrique. Hein. Il y a un reportage sur une ville en Chine. Je me rappelle plus du nom de la ville en Chine, mais qui était une ville très polluée parce qu'il y avait beaucoup d'industrie. Ils ont tout misé sur la voiture électrique. Maintenant, les gens qui veulent une voiture thermique, il faut qu'ils payent un gros impôt. Et finalement, la ville, elle est plus polluée. Il n'y a plus le brouillard qu'il y avait avant parce que les gens roulent en électrique maintenant en Chine. C'est des malins. Donc on dit que la Chine, ils polluent, mais ils savent bien retourner leur truc. Ah non, mais ils sont hyper modernes. Hein. Quand tu vois les robots, ils sont à la pointe de la robotique maintenant, les Chinois. Ils sont à la pointe de la robotique. Et on pointe pour les voitures électriques et on pointe pour les énergies renouvelables et les panneaux solaires. Ce qui m'amène à une réflexion, c'est que en fait, tu pourrais optimiser ton portefeuille boursier si tu consacrais plus de temps et que ce temps, tu le consacrais à d'autres marchés. Parce que là, tu te concentres sur le marché européen et un tout petit peu de marché américain. Oui. Mais si vraiment tu faisais... Le marché chinois est à explorer. Je crois qu'on peut investir dans les marchés chinois. Il y a plein de marchés comme ça qui sont émergents. Il n'y a pas que les États-Unis. J'ai entendu que l'Inde... Alors, le gros problème, c'est leur monnaie. J'ai entendu que ce soit la Chine ou l'Inde, le gros problème, c'est qu'ils ont des monnaies qui sont manipulées. C'est-à-dire, par exemple, la roupie indienne, ils font que la manipuler, imprimer de la monnaie, machin, bidule. Et les Chinois, c'est le parti communiste qui joue avec sa monnaie. Et donc, c'est peut-être le frein d'aller aller jouer sur ces marchés-là. Après, je vous dis ça, j'y connais pas plus que ce que j'ai entendu. Pas que la Chine, il y a la Corée aussi. Hein. Alors, la Corée, oui, c'est... Oui. Corée du Sud, hein, je parle pas de la Corée du Nord. Ou le Vietnam, il y a peut-être des boîtes qui sont intéressantes. Il faudrait s'y intéresser. C'est vrai qu'on s'y intéresse pas assez. On parle beaucoup de la banque, la bourse européenne et la bourse américaine. Il y a aussi la bourse anglaise. Hein. Il y a un truc que moi j'ai fait qui est un peu spécial parce que comme je vais jouer en Suisse, etc., à la roulette, eh bien, des fois, je me mets de côté un bifton suisse, tu vois, en me disant c'est un truc qui va augmenter au cours du temps. J'ai peut-être tort, hein. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, il y a certaines monnaies que tu peux stocker? La monnaie, le franc suisse a énormément performé ces derniers temps. Et il ne peut faire que monter, quoi, en fait. Ah, oui. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un peu une devise comme ça. À long terme, pourquoi pas, oui. Parce que y en a beaucoup qui craignent de laisser leur argent en banque. Est-ce que toi, t'as quand même pas une crainte que demain, s'il y a une crise, finalement, voilà quoi. Oui, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends de tous ceux qui font des podcasts, pas forcément à la télé d'ailleurs. C'est des indépendants. Mais je crois pas. Je ne crois pas parce que c'est des gens qui haïssent l'Europe et de toute façon, ils haïssent tout ce qui, même s'il y a quelque chose de bien, ils diront pas. Alors, je me méfie un petit peu de tout. Ouais, mais en fait, c'est quand même nos dirigeants européens et français qui ont fait des annonces, par exemple, comme quoi, tu veux l'argent qui est en banque, il est quand même... En fait, ils essayent d'attaquer l'assurance vie, par exemple, etc. Et en fait, est-ce que toi, tu aurais une solution pour ne pas être victime? Ce serait, par exemple, d'avoir... Si on ne veut pas dépendre des monnaies, il faut investir dans l'or physique. Ah, il n'y a que ça, selon toi, qui permet de sortir de la monnaie. L'or physique, c'est-à-dire... Alors, on conseille, dans l'or physique, c'est plutôt d'acheter des pièces d'or qui
qui sont la plus petite partie de ce qu'on... Comme ça, en cas de problème, on peut facilement revendre une pièce. En achetant des lingots, c'est pas évident à manipuler déjà. Et puis, moi, j'ai entendu dire que si on investit dans l'or, il y a énormément de pièces d'or, de monnaie, aussi bien de Napoléon, il y en a des Américaines, il y en a des Anglais, il y en a un petit peu de toutes les nations des Suisses qui sont intéressantes. Est-ce que ce serait une solution, par exemple, d'acheter des montres de luxe comme réservoir de stockage de valeur? C'est comme les bons vins, quoi. C'est à peu près comme ça, quoi. Le bon vin, les montres de luxe, oui, ça peut être un placement, oui. Mais en cas de crise, comment tu vas revendre tes bonnes bouteilles et puis tes montres de luxe en cas de crise? L'or, c'est pareil. Parce que les gens vont... L'or, peut-être que ce sont les entreprises spécialisées qui pourront te le racheter, quoi, en fait. On voit plein d'offres, venez revendre votre or. Alors, c'est les gens, ils viennent... Et puis, les pièces d'or, tu peux les avoir chez toi, en les cachant, bien sûr. Est-ce que tu conseillerais d'avoir un coffre-fort chez soi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Non. Non, parce que s'il y a un voleur qui arrive qui voit un coffre-fort, il va partir avec, soit il va vouloir te torturer pour que tu l'ouvres. Parce que si tu dis, non, j'ai rien chez moi, et que ton or, il est caché quelque part, mais vraiment très bien caché, ils le trouveront pas, hein. D'accord, ouais. Moi, j'ai vu l'autre fois une vidéo où le mec, il avait il avait un double faux tiroir. En fait, je pense qu'il faut des meubles à double faux tiroir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une trappe vraiment invisible. D'accord. Une trappe invisible, ils peuvent pas la trouver. Hein. Ça, t'es vraiment, en faisant ça, t'es à l'abri de toutes les crises, des monnaies, de tout. Hein. Alors moi, j'ai ma petite astuce, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, il y aura peut-être un problème, mais pas chez toutes les banques. Donc, j'ai plusieurs banques. Ma première banque officielle, ça a été la Banque Postale. Mais j'ai arrêté d'avoir des cartes chez eux, donc voilà. Et après, j'ai été chez Boursorama, que je trouve pas mal. J'ai une carte chez Revolut, et puis j'ai pris une carte chez Trade Republic. C'est assez récent, parce que apparemment, chez Trade Republic, qui n'est pas vraiment une banque, mais qui est plutôt un coursier de bourse. C'est celui-là, Trade Republic, je crois, qui est intéressant pour les valeurs américaines. Ah, ouais, d'accord. Ça tombe bien, je suis chez eux. Et en fait, chez Trade Republic... Par contre, Boursorama, tu veux acheter des actions américaines, c'est pas très bien. J'ai jamais acheté d'actions. Moi, en fait, Boursorama, j'aime bien parce qu'en fait, j'ai mon petit compte épargne et ce que j'adore chez eux, c'est que la carte, elle est gratuite. Alors, il faut que tu aies un minimum d'achat. Si tu fais aucun achat dans le mois, la carte va te coûter 5 € par mois. Mais si tu fais au moins un achat dans le mois, ce qui est quand même pas difficile, ta carte est gratuite. Et ça, je trouve c'est génial. Comparé quand j'étais à la Banque Postale, je voyais les frais de bancaire de carte. Je trouve ça débile. Une carte, ça devrait pas être payant. Et Trade Republic, pourquoi j'ai pris chez eux, c'est parce qu'en fait, là où c'est comme un compte courant, si tu veux, mais qui rapporte. Voilà. Alors que chez Boursorama, par contre, il est très mauvais. Le compte épargne de chez Boursorama est très mauvais. Il m'aide plutôt à visualiser une espèce de réserve d'argent et de voir que j'ai cette réserve d'argent et que j'ai mon compte courant à côté. Ça m'aide personnellement à faire mes comptes. C'est-à-dire que en fait, je suis quasiment tout le temps à zéro dans mon compte courant à Boursorama. Par contre, tout est sur le compte d'épargne. Par contre, il rapporte très mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, attends, est-ce qu'il ne faudrait pas que je trouve une meilleure solution? Parce qu'apparemment, ce serait quand même au moins, chez Trade Republic, au moins du 1% de mémoire que ça rapporte, alors que le compte épargne de chez Boursorama, c'est même pas 1%. Je crois que c'est 0,4 ou je sais pas quoi, enfin, j'ai pas le chiffre exact, mais en fait, quand je l'ai appris, ça, j'ai eu mal au cœur parce que je m'étais jamais intéressé. Il l'affiche pas, de toute façon. Moi, si tu veux, je dis, tiens, je prends le compte épargne et je me suis pas intéressé. J'ai cru que ça allait être comme tout le monde, tu vois, dans les 1%, machin, même pas. Donc, en fait, il faut se méfier. C'est très dur de faire dormir son... Ah oui, voilà, c'est ça ma dernière question aussi que je voudrais qu'on parle. C'est comment faire fructifier ton argent courant, parce que quand c'est dans un PEA, tu vas quand même pas le sortir à tous les 4 matins. Parce qu'en fait, il y a des frais. Quand tu sors ton argent du PEA, de ton plan d'épargne en bourse et d'action, tu dois quand même donner des frais à chaque fois. Oui. Donc, pour ton argent, on va dire courant, pour le faire fructifier, t'as pas 36 choix. Il faut que tu aies un compte épargne. Est-ce que toi, tu as un compte épargne? Il a combien? Ce que je mets de côté, je mets sur un... ça a été 3, maintenant c'est redescendu à 2. Ça, c'est pour les dépenses. Il faut pas tout laisser sur son compte courant, puisque comme tu dis, il rapporte rien. Donc, dès que j'ai un peu de côté, je mets dessus. Mais quand tu as une dépense urgente, tu peux le retirer immédiatement, quoi. Ça rapporte pas beaucoup, mais tu peux le retirer immédiatement. Il te rapporte combien? C'est un livret, quoi. Ton livret, c'est combien le pourcentage? Ça doit être 2,5 en ce moment. Est-ce que c'est supérieur à l'inflation ou inférieur? Je crois que c'est légèrement supérieur. Voilà, parce qu'en fait, le gros problème, il faut que les gens sachent qu'il y a une astuce à savoir, c'est que si vous laissez votre argent dormir, il se fait cramer par l'inflation. Et c'est pour ça que c'est même pas une histoire de gagner de l'argent. En fait, quand tu mets ton argent sur le compte épargne, c'est juste pour pas qu'il se fasse bouffer par l'inflation. Il faut savoir que l'inflation en France, elle est redescendue très très bas, elle est à 1%. Donc c'est pour ça que ça rapporte un petit peu quand même sur ce compte-là. Par contre, moi, mon compte au Boursorama,
moi, ça sert à rien. C'est comme si en fait, à partir du moment où t'es inférieur au taux de l'inflation, c'est comme si t'étais dans un compte courant, quoi. Donc après, il faut quand même faire gaffe à ça. Et alors encore une question qui me vient à l'esprit. On avait un oncle qui avait investi en Suisse. Est-ce que tu crois que c'est toujours intéressant pour un Français d'aller mettre son argent dans des institutions étrangères comme en Suisse, par exemple, où tu n'y vois aucun intérêt, en fait? Certainement que c'est intéressant, mais le fisc français, il fait la chasse à ça. Non, mais sans parler de fisc, parce que quand je vois, la solidité des banques en France, je suis assez inquiet. Je pense qu'en France, il y avait une crise, Crédit Agricole, des trucs comme ça pourront avoir des graves soucis, alors que je pense pas que des banques en Suisse auraient les mêmes problématiques. Et je me dis, si tu veux sécuriser une partie de ton argent, peut-être que ce serait intelligent de le mettre en Suisse, par exemple. Moi, je me sens pas du tout en insécurité. On n'a jamais été d'accord là-dessus, hein, papa. Mais moi, je pense qu'il faut mettre ses œufs, même pas dans le même panier, ça c'est sûr, mais même pas dans le même pays. Tu vois. On n'est pas d'accord, mais moi, même pas dans le même pays. Je ne suis pas en insécurité du tout. Donc ça veut dire que si... Je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être un gros naïf. Moi, si tu veux, je pars du principe qu'il faut faire ça pour l'argent, le décorréler un petit peu des prestataires qui sont censés le garder au chaud. Parce que si tu deviens... Moi, il y a des gens, ils ont tout mis chez une banque et la banque a fait faillite. J'ai déjà entendu parler de ça. Et avoir de la nourriture chez soi. Voilà, c'est le truc aussi. Moi, je sais que le Crédit Agricole, t'as une sécurité, hein, t'as Oui, c'est 100 000. Oui, d'accord. Ouais, alors moi 100 000, ça me... Oui, mais moi, ce dont j'aurais peur, c'est comme ça s'est passé en Argentine, il n'y avait plus d'argent dans les distributeurs. Et ça s'est passé en Argentine parce que justement, ils n'ont pas remboursé leurs dettes. Et la France va vers une cessation de paiement. La France est tellement endettée qu'elle ne paiera pas ses dettes. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que les gens, ils n'ont même pas de nourriture chez eux. Et on le voit, quand il y a le Covid, un machin, un bidule, les gens se précipitent dans les magasins, t'as plus de pâtes, t'as plus rien, t'as plus de riz. Mais ça montre à quel point les gens ne sont pas préparés. Et moi, c'est pour ça, je dis, il faut toujours avoir chez soi un peu de conserve, un truc. Même si c'est pas grand-chose, même si c'est pour tenir un mois, mais que tu sois pas dépendant justement de faire la cohue. Je fais du jardin, alors oui, ça va. Dire que j'ai beaucoup de nourriture d'avance. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent en tout cas en France, moi, j'ai l'impression quand même que on vit à crédit. Donc, ça pourra pas durer éternellement. Soit il y aura d'énormes coupes budgétaires, mais ça, je crois pas qu'ils soient, de mettre tous les feignants à la poubelle. Donc, je pense pas qu'ils le feront. Toutes les administrations continueront d'être obèses. Quand on voit à l'hôpital, il y a maintenant plus de secrétaires que de médecins, et c'est pas bon du tout pour le malade à la fin, etc., etc., etc. Et je pense que ce qui est très grave, c'est notre dette. Mais elle est couverte par l'euro. Voilà. Et donc, je pense que dans ces coups de temps-là, moi, je dis, ça n'engage à rien, ça mange pas de pain, au moins d'avoir 2 ou 3 comptes bancaires différents, parce que s'il y en a un qui va pas bien, à la limite, tu peux faire un virement sur un autre. Et ça, alors moi, en plus, comme à une époque, je jouais à la roulette beaucoup, et que, en fait, c'était difficile d'avoir des liquidités, parce que le gros problème aussi, c'est d'avoir des liquidités en France. Par exemple, tu veux retirer des grosses sommes d'argent, et ils voudront pas à la banque. Par exemple, il faudra que tu demandes à l'avance, quelqu'un qui voudrait retirer 5 000 € en liquide, ils vont te faire tous les misères du monde et tu peux pas les retirer facilement. Et d'avoir plusieurs banques, déjà le jour où tu as un truc à faire, tu peux éclater. Je pense pas que le Crédit Agricole te fera des problèmes pour 5 000 €. Hein. Peut-être pas, mais moi je dis ça, c'est une astuce, hein, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes. Regarde, Trade Republic, papa, il est gratuit. Boursobank, il est gratuit. Revolut, gratuit. Et Revolut, ce qui est bien, c'est que c'est pensé à la base, c'était pensé pour l'international, pour les gens qui voyagent beaucoup, pour pouvoir... Moi, je me méfie un petit peu, parce que si un jour il y a un éclatement de l'Internet et tout ça, tu ne pourras plus dialoguer avec ta banque. Hein. Tu te fais tout par Internet. Parce que moi, au moins, je dialogue par Internet avec le Crédit Agricole. C'est pour ça que si un jour il y a une crise, je peux aller au Crédit Agricole. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, j'ai le crédit, en fait, j'ai Boursobank, j'ai Revolut, j'ai Trade Republic, j'ai la Banque Postale et j'ai le Crédit Agricole. Et celui qui me coûte le plus cher dans tout ça, c'est Crédit. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la petite carte bancaire du Crédit Agricole, elle me coûte 2 € par mois. Mais ce que j'aime bien au crédit, c'est qu'il y a un truc très intéressant, c'est que il y a un avaleur de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, t'as même pas besoin d'aller au guichet pour déposer de l'argent. Oui, je l'ai fait récemment, oui. Et donc ça, c'est vachement bien pour le joueur de roulette, parce que nous, on a souvent beaucoup de liquide et on sait pas quoi en faire des fois. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de banques comme ça qui proposent ce genre d'automate, parce qu'il y avait la possibilité avant l'existence de ces automates, tu devais mettre ton argent dans une enveloppe, le mettre dans la boîte à lettres à l'intérieur du crédit, mais le problème, c'est qu'il fallait que ce soit traité physiquement et manuellement par des employés par la suite, ce qui mettait un certain temps de latence. Là, c'est direct, c'est-à-dire que grâce à cet automate, ton argent est versé dans la seconde sur ton compte et tu peux tout de suite l'utiliser. C'est-à-dire que tu sors du casino avec un bénéf, tu peux le verser sur ton compte et l'utiliser directement, par exemple sur Amazon ou sur quelque chose où tu ne peux pas
payer en liquide. En fait, parce que la plupart des achats sur Internet, c'est les plus intéressants à notre époque. C'est quand même tous les trucs intéressants qu'on trouve. On a beau dire, c'est quand même sur Amazon, etc. Donc cette astuce-là, je pense, elle peut intéresser pas mal de monde. Le Crédit Agricole, c'est pour ça que je me suis mis chez eux. Et à la base, pourquoi j'étais au... Et ton PEA aussi. Ouais, j'ai mon PEA là-bas. Et d'ailleurs, je t'ai mis comme manipulateur. T'es administrateur aussi, donc t'as le droit de gérer mon compte. Mais bon, tu le fais pas trop parce que je mets pas trop d'argent dessus. Mais en fait, on peut mettre quelqu'un d'autre qui gère notre argent à la place. Par exemple, si vous avez quelqu'un de votre famille qui s'y connaît en bourse, vous pouvez lui donner les droits sur votre PEA pour qu'il le manipule. Là, moi, je l'ai fait pour mon père au crédit. Donc c'est lui qui fait, il me choisit des actions. Je dis tiens, j'ai mis 500 balles dessus ce mois-ci. Papa va me mettre des actions que tu connais. Donc voilà, c'est pour ça que moi je m'en occupe pas trop, etc. Et que je m'y connais, je m'y plonge pas assez, je pense, pour progresser comme il faudrait, parce que je sais que mon papa va s'occuper de ça. Donc il y a ça. Et pourquoi j'étais à la banque postale? Pour une raison toute bête. C'est que des banques postales, il y en a dans pas mal de villages. Il y a pas mal de villages qui se verront attribuer une banque postale parce que le réseau de la poste déjà est là. Donc en fait, et c'est intéressant quand tu veux déposer de l'argent, sans cette solution du guichet, que si t'as pas cette solution du guichet, et si t'es dans un endroit où t'as pas le crédit, bon, le crédit est quand même assez répandu en France, ça va, mais dans la ruralité, ce qui est le plus répandu, c'est la banque postale. En tout cas, en tant que distributeur. Le distributeur qui est, à mon avis, à mon sens, le plus distribué, le plus présent sur le territoire, c'est le distributeur de la banque postale. Oui. Même plus que le crédit, je pense. Oui, parce que justement, ça s'appuie sur le réseau de la poste, du courrier. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que là, je pense avoir un système assez résilient. Il peut y avoir la guerre, les aliens et tout ce que tu veux. Là, je pense qu'avec ce que j'ai là, j'ai quatre comptes bancaires différents. Donc ouais, c'est cool. Bon, merci papa. Et de rien. Ça t'a plu? Tu voudras qu'on refasse une émission un jour pour parler d'autres choses? Oui, pas de problème. Sur la roulette, par exemple. Bon, ça, c'est un sujet... Ouais, alors ça, moi, je vais être le candidat dans l'histoire. Ok, merci.